La violence est vraiment au cœur du régime colonial parce que le geste fondateur est celui des étrangers qui viennent dans une région qu'ils ne connaissent pas bien, de populations qui ne les attendent pas et qu'il faut donc soumettre par la force. Eh bien voici les premiers tirailleurs irréguliers de la colonne Bouet-Chanoine. Ils détruisent, pillent, tuent et font autant de prisonniers qu'ils peuvent partout sur leur passage. Il leur en faut beaucoup pour remplacer les porteurs qu'ils ont déjà perdus, morts de maladies, de mauvais traitements ou ayant déserté. Il leur en faut pour faire des soldats, toujours plus d'auxiliaires qu'ils enrôlent de force pour servir cette machine de guerre. Vous allez faire grande colonne avec les toubabs. Vous aurez un fusil. Vrai fusil. Et avec ça, vous allez devenir de vrais guerriers invincibles. Et on attaquera les villages ennemis. Vous pourrez piller toutes les richesses. Et vous pourrez prendre les femmes. Mais attention! Le premier qui n'obéit pas aux ordres ou qui essaie de s'enfuir, il sera abattu sur le champ! Voulet ne fait qu'appliquer la méthode déjà employée dans le pays Mossi et qu'il explique sans gêne. Après la destruction de quelques grands villages, tout est à jamais terminé. Les habitants sont d'autant plus frappés de terreur que dans de telles conditions ils sont châtiés sans combattre. Ce n'est qu'ainsi que nous mettrons fin à une situation intolérable et obtiendront le respect qu'ils n'ont pas pour le drapeau français. Il y a plus qu'une intelligence militaire, il y a une sorte de culture de la violence et on se rendra compte que chez les officiers et chez quelques administrateurs, ils auront du mal à se débarrasser de cette culture jusqu'à la fin du régime colonial. Comment imaginer un État démocratique qui déploie sur ses marges des régimes qui sont absolument à l'opposé de la démocratie? Comme tous les autres officiers de l'armée coloniale, le lieutenant Péto, qui avait servi 4 ans en Cochinchine, savait utiliser la violence et la considérer comme nécessaire. Mais il comprend dès le départ de Sansané à Oussa que la brutalité inouïe des 2 capitaines ne fait que répondre à la mauvaise organisation de la mission. Par 2 fois déjà, il a voulu démissionner. Il supporte de plus en plus mal la double personnalité de Voulet, parfois bienveillant avec ses hommes, mais aussi extrêmement autoritaire et violent, ayant le goût du sang. Maintenant, écoutez-moi bien. Nous sommes ici pour conquérir un empire. Nous devons être dignes de nos aînés. Et que nous ont-ils appris, nos aînés? Je ne sais pas, mon capitaine. Ceci. Il y a pour les races supérieures un droit parce qu'elles ont un devoir. Civiliser les races inférieures. Compris, Péto? Oui, mon capitaine. Moi, je suis un soldat. Un descendant des armées de la Révolution. Pas un pistonné. La Révolution. Si vous traitez les Noirs comme des bêtes, à quoi aura servi la Révolution française? Le paradoxe de l'histoire, c'est qu'en effet, la France colonise aussi bien en Afrique qu'ailleurs, ou en Indochine, avec une doctrine qui remontait aux Lumières à la Révolution française, c'est-à-dire que la France a une espèce d'aptitude particulière qui consiste à assimiler, autrement dit à fabriquer ailleurs que sur son sol de la citoyenneté. Mais ils ajoutaient à cela que le peuple français était en avance par rapport au peuple africain. Et donc, tous ces gens qui n'ont pas encore les Lumières, qui ne connaissent pas leur propre intérêt, dont beaucoup d'ailleurs n'acceptent pas d'être colonisés. Hein, qu'est-ce que c'est que ces gens bizarres qui n'acceptent pas d'être colonisés et d'être civilisés? Et donc, on va leur imposer un système de contraintes administratives. Donc, on va leur donner un nom, les indigènes, c'est-à-dire les gens du cru, mais ce mot indigène va aller de pair avec un statut. Donc quand on est indigène, ça veut dire que on a des devoirs et on n'a, pour ainsi dire, pas de droits. Si Voulet et Chanoine considéraient les Africains comme des bêtes, la tendance progressiste de l'armée les voyait plutôt comme des enfants et pensait la politique de terreur comme contre-productive à long terme.